sommes là pour faire un point post-24 mars et vous parler de la suite. La première des choses que nous avons à dire, c'est que nous sommes très heureux, et le mot est faible, de cette historique réussite du peuple français. Cela fait maintenant 6 mois qu'à répétition, on nous dit avant les manifs, ça va être un flop, il n'y aura personne, de toute façon, on n'y croit pas, on ne peut pas, les Français ne bougent plus, etc., etc. Et chaque fois, depuis le 17 novembre, nous avons 20 000 personnes, on a été 200 000 à Paris, 100 000 en région. 13 janvier, plus d'1 million. On nous a fait disparaître, on a fait le CESE, on nous a fait 700 000 pétitions attestées par l'huissier, monsieur le maire. Par l'huissier et par le bureau du CESE lui-même. Voilà. Ils ont considéré que c'était recevable sur la forme. Voilà. Et en face, eh bien, on nous les met à la poubelle. Donc, sentant la pression monter, nous étions donc prêts pour ce 24 mars, et en revanche, ne nous sentant pas écoutés, nous avions demandé l'endroit le plus symbolique pour parler au président de la République. Vous savez les atermoiements et surtout, cette fois-ci, l'interdiction à 4 jours de la manifestation. 4 jours. Là-dessus, la négociation sur la Grande Armée et surtout sur la place de l'Étoile. Une fois donnée, puis retirée. Et donc, un appel véritable au dernier moment en massicotant nos affiches, nos tracts, en retirant, ce qui a évidemment coûté encore de l'argent, pour annoncer la Grande Armée, en 2 jours. En 2 jours. Dimanche des Rameaux en plus. D'aucuns nous disaient, d'aucuns de vos collègues nous disaient, oui mais comme c'est une manif de cathos, ils ne seront pas là parce que c'est les Rameaux. On a tiré les conclusions, hein, ils n'étaient pas là. Il était 1 400 000. Donc il n'y avait pas que des cathos dans cette affaire. Vous voyez? Il se passe quelque chose aujourd'hui en France d'absolument impensable, impensé, qui dépasse tout. C'est le mouvement de la conscience, mes amis. Et le mouvement de la conscience pour la préservation de la dignité de l'être humain, eh bien, ça ne s'arrête pas. Malheureusement, face à cela, qu'avons-nous comme réponse du pouvoir? Néant. Néant, quand je dis néant, c'est un point de néant qui n'a pas de commune mesure. Le président de la République nous a parqués d'un côté, a laissé les Champs-Élysées totalement vides, ne nous a pas entendus et a communiqué le soir même sur le Centrafrique. La France, on ne sait pas où elle est, on ne la voit pas. Hier, Madame Najat Vallaud-Belkacem, alors que nous étions sur toutes les télévisions, a demandé à être entendue, reçue, pour qu'on négocie, enfin pour que le projet de loi soit retiré du Parlement et soumis à référendum. Madame Najat Vallaud-Belkacem reçoit la LGBT. Mais si ce n'est pas de la provocation, on se demande véritablement ce que c'est. Ils ne veulent pas nous répondre, et on apprend par l'entourage, comme ça, dans la nébuleuse autour de l'Élysée, eh bien que nous avons déjà été reçus en janvier, et ça va bien comme ça, et que le président n'a rien d'autre à dire, et qu'il parlera jeudi soir aux Français. Devant un tel refus, autisme, les députés en ont parlé hier à l'Assemblée nationale, enfin en ont demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur pourquoi ils s'obstinaient à rester sur une position que toute évidence, toute réalité populaire conteste, cette position véritablement de crispation par rapport au peuple. Le ministre Valls a répondu, il n'y avait que 300 000 manifestants et c'est les organisateurs qui ont été débordés. Alors là, supplément de provocation. Nous, si ça avait débordé, mes amis, 1 400 000, mais ça aurait été un massacre, avec des blessés, pour ne pas dire des morts. Il n'y a eu que des gens gazés par les forces de police sans sommation. Alors on va arrêter. Alors même, et je tiens à le dire, mais
Évidemment, c'est parce qu'il y a eu des débordements. Pourquoi il y a eu des débordements? Mais c'est très simple, parce qu'il n'y avait pas de place. Alors que nous avions demandé suffisamment d'espace au préfet de police, le général Darry qui est là, qui a mené les négociations, pourra en témoigner, je vous passe la parole juste après. Mon général, il ne faut pas dire mon, je crois. Mon Bruno. Mon Bruno. Oui, eh bien, quand on a dit, une fois qu'on aura rempli entièrement l'axe Arche de la Défense, Arc de Triomphe, où allons-nous? Et je vous dirais que les autorités de police ont ri. Il a fallu ouvrir Victor Hugo, il a fallu ouvrir Carnot. Même des gens étaient aussi sur les autres avenues. Foch, évidemment, Malakoff, enfin, toutes les avenues autour se remplissaient, d'autres ont été entièrement, Foch, Carnot entièrement remplis. Moi, j'ai plein de copains qui étaient sur Victor Hugo. Et que s'est-il passé? Eh bien, les forces de police ont été obligées d'ouvrir les barrières sur la place de l'Étoile. Ouvrir. Parce que c'était en train c'était les gens qui poussaient et il y aurait eu des écrasages humains. Alors à un moment, on a vu des gens sur la place de l'Étoile. Et moi-même, en toute bonne foi, comme on avait eu la négociation sur la place de l'Étoile, je me suis dit, il y a trop de monde, ils ouvrent et ils nous laissent faire. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai cru que c'était de bonne foi que le préfet, en bonne gestion des flux, ouvrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Tortues Ninja, enfin je veux dire, les CRS ont été envoyés et ils ont fait refluer la foule en refermant les avenues. Mais c'est pas un piège, ça? Et surtout sans sommation, et les témoignages ont afflué, sans sommation, ils ont tiré à la bombe lacrymogène, enfin à la bombe, à la... Oui, non, comment ça s'appelle? À l'aérosol lacrymogène, à la gazeuse, quoi, voilà. Mais enfin, vous avez vu toutes les images, nous les avons, et on va vous les remontrer parce que c'est quand même impressionnant. Alors que de notre côté, quelle déprédation avons-nous fait? Je vous demande, nous, la Manif pour tous, la seule chose que nous avons faite, c'est de monter sur scène, d'appeler au calme, de dire aux gens ne passez pas les barrières qui s'ouvrent et surtout, n'allez pas sur les Champs-Élysées, cet axe nous est interdit. J'ai même eu la chance de convaincre l'ancien Premier ministre, sénateur Raffarin, qui est une autorité qui est là pour apaiser, qui est monté sur scène, calmer les mouvements de foule. Vous savez ce que c'est qu'une foule qui pousse comme ça? Vous vous souvenez, le Hesel? C'est ça qu'on veut, honnêtement. Honnêtement, le pouvoir joue avec le feu. Le pouvoir joue avec le feu dans son attitude à ne refuser de voir le peuple français se lever, préserver, encore une fois, préserver des fondamentaux de la société. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Nous avions prévenu, nous avons demandé une place légitime dans notre pays. On ne veut pas nous la donner. Le président de la République prend un risque majeur de débordement et demain de troubles graves, alors qu'il est garant de l'unité et de la paix civile. Je vous assure, et je vous donnais la parole aux témoins, d'abord général, mais après toi tu vas nous dire, toi l'élu, comment dans ta circonscription, les gens sont partis. En tout cas nous on a fait un petit sondage, c'est très clair, ils sont partis, ils sont tellement furieux qu'ils reviennent au claquement de doigts. Au claquement de doigts. Et si François Hollande, alors lui qui a été l'élève de François Mitterrand, qui a su écouter le peuple, si lui il n'entend pas, et que jeudi soir nous n'avons pas véritablement de sa part une parole forte d'écoute, et qu'il n'annonce pas qu'il va suspendre aujourd'hui la procédure parlementaire, et renégocier, ou bien ouvrir des états généraux, ou bien, comme nous demandons, soumettre ce texte à référendum, et que ça soit le peuple. Nous sommes le mouvement du peuple. La Manif pour tous, c'est tous les citoyens, ils sont tous appelés. Oui, c'est tous les citoyens, s'ils viennent, vous savez, il y en a beaucoup qui n'osent pas encore venir, mais ils commencent tous à comprendre, et surtout même ceux qui ne sont pas encore, ou qui ne sont pas très conscients de la demande par rapport à la loi Taubira, je vous assure qu'ils comprennent le reste. Ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est plus la démocratie qu'on est en train de vivre. Nous ne sommes plus en démocratie. Je pèse mes mots. Voilà.
c'est peut-être pas tout le peuple, mais tout le peuple est en train de s'en rendre compte. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette Alliance Vita. Et quand nous avons remonté tous les deux et avec les autres porte-paroles l'avenue de la Grande Armée au milieu d'une foule qui était déjà dense, je pense que Frigide, nous avons mesuré l'exaspération des personnes. Et pour nous, les leaders de cette foule, de ce mouvement social absolument historique, il est extrêmement complexe de maintenir le calme d'une foule exaspérée qu'on ne compte pour rien, qui ont signé une pétition historique, la plus grande de la démocratie participative en France, qui a été écartée et rejetée. Les renseignements généraux ont annoncé la veille ou l'avant-veille de la manifestation qu'ils attendaient 100 000 personnes. C'est le meilleur moyen pour normalement décourager les personnes de se rendre à ce qu'on annonçait comme un barreau d'honneur. Eh bien, les réseaux sociaux, l'unité du mouvement, les interactions entre les personnes ont fait qu'ils sont tout de même venus et dans un nombre absolument stupéfiant. Il est extrêmement difficile pour nous d'expliquer aux personnes que leur manifestation est traitée par un ministre de la République de poignée d'individus, alors que l'image est absolument historique et inédite et que personne n'est en mesure de mettre entre l'Arche de la Fraternité et l'Arc de Triomphe une foule aussi importante qui déborde effectivement de partout. Et vous savez qu'il y a des centaines de milliers de manifestants qui ont été loin au fond des endroits sonorisés, sont restés des heures et des heures simplement à être là pour être comptés, être entendus. Nous n'avons pas été comptés le 13 janvier, nous avons été comptés au CESE mais pas entendus. Nous voulons être comptés et entendus. Et c'est absolument essentiel, ne serait-ce que par respect pour les citoyens qui sont mobilisés. Bah, surtout Hier, pour le respect des citoyens. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ne serait-ce, mais c'est... Non, c'est très bien. Très bien. Bon, tant mieux. Jean-Marie Le Guen, face auquel j'étais sur Europe 1, a prétendu que les manifestants n'étaient pas des électeurs de François Hollande. Et je trouve que c'est particulièrement insultant pour toutes les personnes qui nous disent jour après jour, et ils le disent également dans les sondages d'opinion, qu'ils ont voté pour ce président de la République, mais qu'ils ne sont pas d'accord, absolument pas d'accord avec cette mesure. 37% seulement des Français désormais approuvent la loi dite Taubira lorsqu'ils savent que c'est à la fois le mariage et l'adoption qui a été voté en première instance, et la moitié à peu près des électeurs de François Hollande sont désormais défavorables à ce projet de loi. Et donc ça, il faut l'entendre plutôt que de chercher à cristalliser et à écraser une opposition à ce projet qui est citoyenne, historique, et dans un élan irrépressible. Irrépressible, ça veut dire impossible à réprimer. Et comme Frigide, sur le podium, nous avons appelé à la non-violence, au calme, à la paix, car nous savons que la non-violence de cette foule paisible et déterminée est irrépressible, au sens strict, impossible à réprimer. Et nous continuerons de manière tenace et ferme et paisible, mais sans rien lâcher, car ce mouvement, il aurait pu effectivement, des pronostiqueurs l'ont dit, être dilapidé, se perdre par un échec du 24 mars. Beaucoup le pronostiquaient et le pensaient, et peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons de le penser, d'après leurs référents. Mais les référentiels de la manif pour tous, eh bien nous n'avons pas le logiciel pour l'expliquer. Alors 1, 2, 3, eh bien tout est possible, et le mouvement s'amplifie, et donc nous demandons à être entendus. 30, boulevard du Général Martial Valin, devant le siège de France Télévisions, le plus nombreux possible, et nous lui demanderons un référendum et le retrait du projet de loi. Voilà, on continue et on y va. Ah ben on y croit, non, ça je crois plus qu'on y croit, le peuple y croit. Voilà, Général, un petit mot sur donc nos flux. Comme je dis, le général de la Grande Armée. Très bien. La Grande Armée, c'est avec un A majuscule, c'est l'avenue de la Grande Armée. Hein? C'est Bruno Darry, citoyen à part entière. On dit moi général parce que je suis à la retraite. Et je dis de la Grande Armée, c'est pas parce que je suis en activité, je commande la Grande Armée, mais parce que la foule immense était sur la Grande Armée. Voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que la manifestation a été largement sous-évaluée par le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez dit, la veille. Alors, le seul média ou le seul écho qu'on a eu de cette manifestation la semaine avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui a prévu 100 000 personnes.
Alors, ou c'était de l'intox, ou alors il faut qu'il révise complètement ses services de renseignements généraux. Parce que si c'est les informations qu'il a, alors c'est grave. Donc 100 000 personnes, lorsque nous avons préparé la manifestation, hein, donc on nous a fait quand même un combat assez difficile, et puis lorsqu'on a demandé à ouvrir l'avenue Foch au cas où, hein, on nous a ri au nez. Ce qui explique d'ailleurs, hein, une fois que l'avenue Foch et l'avenue Charles de Gaulle étaient remplis, qu'on a dû déborder sur l'avenue Foch, hein, une fois que la Charles de Gaulle était remplie, qu'on a débordé sur l'avenue Foch, les services de police ont mis une demi-heure avant de nous ouvrir l'avenue Foch, une demi-heure. Et ce qui fait que les services de police au sommet de l'avenue Foch, hein, ont été très rapidement débordés puisque sous-évalués. Et donc ils ont dégainé très vite, hein, et de façon un peu scandaleuse. Ils ont dégainé les bombes lacrymogènes. Oui, les diffuseurs lacrymogènes. C'est ça. Donc une perte de contrôle parce qu'il y a un manque de préparation et un manque de prise au sérieux de l'effectif que nous étions. En revanche, pour nous, un grand contrôle, car je pourrais vous poser 3 questions. 1, combien de voitures brûlées? 2, combien de magasins tagués? Le magasin, c'est pour l'avenue Charles de Gaulle, parce que l'avenue Foch, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Mais combien de poubelles renversées? Hein, alors ça nous change évidemment d'ArcelorMittal, hein, et de Aulnay-sous-Bois. Hein. Donc nous, un parfait contrôle, hein, de la manifestation, à tel point qu'à 17h30, le préfet de police lui-même m'a eu au téléphone, il m'a demandé de mettre un cordon d'hommes en rouge sur le haut des Champs-Élysées pour éviter que les gens descendent sur les Champs-Élysées. Ce qu'en plus nous avons fait. Mais qui sont ces hommes en rouge, général? Les hommes en rouge, c'était nos gentils organisateurs, voilà, hein, qui sont là pour informer, canaliser, empêcher, etc. Voilà. Donc, un manque de contrôle de la situation de la part du ministre de l'Intérieur et un parfait contrôle de la situation de notre côté. Et quand j'entends le ministre de l'Intérieur dire que la situation nous a échappé, les bras m'en tombent. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est responsable de l'ordre public en France. Qu'est-ce qui est responsable de l'ordre public en France? Hein, on ne peut pas être au concert à écouter des violons, hein, et avoir une manifestation d'1 400 000 personnes dans les rues de Paris, en plein cœur de Paris. Ça, c'est simple. Très bien, merci beaucoup, Général. Dimanche, moi j'avoue que nous avons vu pas mal d'élus avec leur écharpe, parlementaires, maires, élus, conseillers généraux, conseillers régionaux. Je dirais qu'on n'a pas vu assez d'écharpes. Peut-être un certain nombre étant civils, mais je pense, et on a parlé avec Franck Meyer, qui a quand même un collectif de plus de 18 000 élus locaux, 20 000 élus locaux. Nous avons une population, en traversant l'avenue de la Grande Armée, en repartant, j'ai vu pas mal de gens, on a échangé. Je pense qu'aujourd'hui, la population est en attente de la position de leurs élus. Je rappelle que dans 1 an, il y a des élections municipales, et puis le renouvellement du Sénat pour moitié, et les gens en sont conscients. Et je pense que les élus vont devoir rendre des comptes. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se positionnent sur le sujet. Et hier soir, pour toutes les Yvelines, nous avions une réunion avec le Conseil général, Gérard Larcher, les sénateurs, non pas sur le sujet de la loi Taubira, mais sur les autres lois qu'on est en train de faire présenter au Sénat, et une loi extrêmement importante sur la réorganisation de tout notre pays sous forme de métropole. C'est un tsunami au niveau de l'organisation, de la gouvernance, de l'organisation de nos communes, de nos intercommunalités, de nos départements, de nos régions. Et on voit là encore, c'est le Conseil d'État qui travaille le projet du gouvernement, comment le gouvernement essaye de passer en force sur une recomposition complète de la façon de vivre pour les Français. Donc la loi sur le mariage et toutes les autres lois qui suivent. Et je pense, et c'est ça, Brigitte, qui me paraît très important, c'est que l'élargissement au débat sur la loi Taubira, il est là. C'est-à-dire que si demain, tu lances avec nous tous une nouvelle manifestation parce que ils ne veulent pas, quand on dit on les entend pas, si on les entend, ils veulent s'entêter avec cette loi pour passer en force. Et bien effectivement le feu va déclencher une explosion. Et autant en 68 les étudiants ont entraîné après, je dirais, l'ensemble de la population, aujourd'hui c'est nous qui pouvons entraîner l'ensemble des mouvements sociaux. Il y a pour l'instant une hésitation sur le sujet. Si l'association est faite, eh bien c'est une révolution.
franchement, c'est ce que nous ressentons au niveau de la population qui nous en parle et autres. Donc, pour nous, les élus, nous devons être en vigilance totale pour être en osmose avec la population. C'est ce qu'on est en train de sentir. On est à un virage, à un tournant, même si l'avenue de la Grande Armée est toute droite, et j'ai été impressionné entre l'Arche de la Défense et l'Arc de Triomphe de voir ce peuple, mais c'était gigantesque. Et donc voilà ce que je voulais dire. On a une population qui est, je dirais, limite d'action violente alors qu'elle ne l'a jamais été. Moi je vois à l'université de Saint-Quentin hier, on m'avait invité, Erwan Binet a été viré par les étudiants. Eh bien, chaque jour, on sent qu'il va y avoir des actions multiples, et je pense que jeudi soir, si le président Hollande n'annonce pas des choses fortes, mais très importantes, il va se passer avant l'été quelque chose. Alors, ou après le Sénat, on remet immédiatement à l'Assemblée nationale le texte, ou ce sera fait après l'été. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie pour lui importante, enfin une stratégie, je ne sais pas s'il y en a, parce que la méthode, c'est quoi qu'il se passe, on y va. Voilà. Donc, nous, on va actionner encore tout ce qui est lancé pour que chaque jour, il y ait la manifestation pour tous, partout en France. C'est évident, car personne dans les régions, dans les villes, dans les communes, dans les villages ne veut rien lâcher. Je passe la parole maintenant. Je m'inscris dans le collectif La Gauche pour le mariage républicain et David et Eugéna. Et j'ai été frappé, comme nous tous, et comme vous tous sans doute, par le caractère extraordinaire de la manifestation dimanche qui vient en point d'orgue après une montée progressive de 6 mois où chaque événement, 17 novembre, 13 janvier, 24 mars, monte encore en puissance et en sens. Et depuis plusieurs mois déjà, ce qui nous arrive, cette effervescence, la créativité dont nous faisons preuve et la bonne humeur nous inspire la référence à mai 68 que Frigide a saisi. Moi j'ai été ravi quand j'ai vu que Frigide a eu cette intuition de publier ces visuels pour nous rapprocher de cette histoire, parce que pour moi ça fait tout à fait sens. Il y a eu deux faces à mai 68, hein, on en a débattu tous les 10 ans depuis 40 ans. Était-ce une révolution politique vers un autre type de régime ou un événement socio-culturel d'envergure? Et au fur et à mesure, on a constaté que c'était la deuxième option qui était la bonne. Eh bien, cette phase positive de mai 68, qui était l'effervescence, la bonne humeur et la volonté de briser les carcans, eh bien, c'est nous qui en sommes porteurs aujourd'hui pour briser les carcans de la pensée unique. Par ailleurs, vous avez sans doute vu que sur scène il y avait un témoignage trotskiste. La vraie pensée de gauche ne peut pas raisonnablement soutenir ce projet qui est fondé sur l'hyper-individualisme, je veux, et je n'ai pas conscience de ce qui tient la société ensemble, et qui est fondé sur la marchandisation, qui amène la marchandisation. Donc si le président ne nous entend pas, moi je serais ravi qu'on renouvelle encore une fois l'opération en mai, parce que ça aurait une valeur symbolique formidable pour boucler la boucle et accomplir tout ce qui était en germe dans cet esprit-là. Tout à fait, merci beaucoup. Qui représente les associations familiales catholiques. Oui, alors un petit détail à propos de la remarque, tout ce qu'a dit Erwan Binet le soir de la manifestation, mais où ont-ils trouvé l'argent pour faire tout ça? Eh bien, je peux vous dire qu'à notre échelle, nous représentons 30 000 familles. Eh bien, les familles parisiennes ont envoyé de l'aide, ont envoyé de l'argent aux familles de province pour leur permettre de venir à Paris. C'est un petit détail. Et puis alors, bien sûr, tout a été déjà dit, donc nous demandons à François Hollande de dire jeudi qu'il retire le projet de loi, mais la question qu'on peut se poser, qui est François Hollande? Est-ce que c'est l'homme aimable que décrivent ses amis? Est-ce que c'est l'homme qui a dit « j'aime les gens, je ne ferai rien sans concertation » ou est-ce qu'il dévoile aujourd'hui son vrai visage? À moins que ce soit encore plus grave, que ce soit un homme qui n'a plus aucun pouvoir et qui est prisonnier de fous furieux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Bonjour à tous, donc je suis président de cette association qui a été créée en 2004 au lendemain du mariage de Bègle. Comme professionnels de l'enfance, nous nous sommes dès 2004 énormément intéressés aux conséquences qu'aurait un projet de loi sur l'homoparentalité
voyez qu'on a été un peu visionnaire. Et solennellement, je veux interpeller François Hollande pour lui dire que ce projet de loi n'a aucun avenir dans nos écoles. Nous serons dans l'incapacité totale de gérer la souffrance d'enfants qui seront en perte de repères fondamentaux sur l'identité sexuée. Être homme ou femme, ça n'est pas un donné négligeable de la personnalité, c'est fondamental, et le brouillage de la généalogie. Au quotidien, les enseignants accompagnent des enfants qui sont en souffrance parce que ces repères-là leur font défaut. Je suis extrêmement choqué d'entendre qu'on compare aujourd'hui, enfin on dit que la famille a plein de visages, qu'il y a les familles recomposées, qu'il y a les familles avec des enfants adoptés, mais à chaque fois ce sont des accidents dont les enfants pâtissent. Et ce projet de loi est un projet de loi pour les adultes qui ne prend pas en compte la réalité de ce qu'est un enfant. Donc nous alertons solennellement Monsieur Hollande. Il y a une affiche dans Paris en ce moment. Nous faisons le maximum, vous savez, c'est sur le nettoyage. Hein, nous faisons le maximum, ne nous demandez pas l'impossible. Monsieur Hollande, les enseignants de France font le maximum pour accompagner les enfants dans la souffrance qu'ils vivent au quotidien. Ne nous demandez pas l'impossible. Une seule chose est possible, c'est le retrait de lois et des assises comme nous le demandons depuis 2004. Il y a des choses à faire évoluer. Nous demandons des états généraux sur la famille, l'enfance et l'éducation. Donc, du Forum politique chrétien, donc pasteur évangélique. Je pense que nous tous, nous nous sommes bien réveillés sur ce qui s'est passé effectivement le 24. Je pense que pendant beaucoup de jours, on était là, on se demandait, on voyait bien la situation, et je pense que tout le monde s'est réveillé. Aujourd'hui, ce peuple qui se lève compte quand même sur nous pour pouvoir emmener les choses à un accomplissement. Et je pense que si on peut parler de mai 68, il faut quand même le voir un peu à l'envers. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'on est allé trop loin dans l'individualisme, dans le culte du plaisir personnel, et qu'aujourd'hui, les familles sont inquiètes par rapport à l'avenir, notamment de leurs enfants. Et donc, il faut aujourd'hui que nous ayons le courage de reconnaître que, tant qu'il manque ces fondements humains, lorsqu'on ne peut pas reconnaître ce qui est naturel et ce qui est véritable, eh bien, on tombe tout simplement dans une séduction préjudiciable. Donc, derrière, quand même, ces lois, il y a bien des idéologies très versatiles, pernicieuses, que tout le monde s'en rend compte au fur et à mesure. Je m'appelle Myriam, je suis membre de l'association Fils de France et je m'occupe de la mobilisation des musulmans. Juste rapidement, j'ai cru comprendre qu'en fait, effectivement, il y a une inégalité entre les homosexuels qui ont accepté leur nature pleinement et qui ont accepté de faire le deuil de leur enfantement en acceptant leur relation inféconde, avec des homosexuels qui refusent leur nature, effectivement, et qui réclament le mordicus, voilà, qu'on mette en place des systèmes médicalisés, voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre de tout le monde. Alors je tenais rapidement à dire, premièrement, que désolé, je suis arrivée en retard, j'ai pris le RER, et j'ai pris le RER A entre La Défense et Étoile. Alors, il faut savoir qu'entre La Défense et Étoile, en RER, c'est 5 minutes. 5 minutes. Et je me disais dans ma tête en arrivant, vous imaginez la marée humaine que ça a dû être pour avoir rempli l'équivalent de 5 minutes de RER entre deux stations. C'est énorme, c'est hallucinant, et on nous dit qu'on est 300 000. Alors, je me dis que si la préfecture de police, ou si la police compte les actes de délinquance comme elle compte les manifestants, on peut s'inquiéter de l'état de la France. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que j'ai beaucoup travaillé auprès des communautés musulmanes pour les faire bouger, pour les pousser à venir à cette manifestation. Évidemment, pour la conviction, ils étaient tous d'accord avec nous. Et ils étaient tous de notre côté, ils ont compris que c'était une loi qui était délirante, mais enfin, on a eu, oui, il y en avait plus cette fois-ci de manière évidente, oui. Et il y a deux propos qui sont revenus très souvent lors de nos tractages, lors de nos discussions avec les musulmans. C'est 1, j'ai voté Hollande et je le regrette. 2, la prochaine fois je ne vote plus à gauche. Et ça, c'est un message qui est très très fort.
Et ce n'est pas que les musulmans. Mais c'est vrai que les musulmans, d'après les sondages, il me semblait qu'ils étaient 93% à avoir voté Hollande aux dernières élections présidentielles, pour ceux qui ont voté bien sûr. Alors là c'est un message fort. C'est un message très très fort parce que les prochaines élections sont les élections locales. Et aux élections locales, on vote quand même les grands électeurs de nos sénateurs qui vont décider ce 4 avril de faire passer ou non cette loi. Alors ce que je tiens à dire, c'est que faites attention, parce que les musulmans sont extrêmement choqués par ce qui se passe et par ce type de loi qu'on essaye de faire passer. Ils sont extrêmement attachés aux valeurs familiales et extrêmement attachés au bien-être de l'enfant. C'est central pour nous. Donc il faut bien se rendre compte de toute une frange de la population que le gouvernement actuellement est en train de secouer. Et enfin, je tiens à dire qu'il n'est nul besoin d'essayer de nous amadouer avec des lois du style le droit de vote des étrangers, parce que ça ne prendra pas. On n'est pas idiots. Voilà, je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Voilà, la générosité des personnes. Mais dans cet appartement-là, il y a une pièce de fond, c'est l'adoption plénière. Elle a été votée et encore beaucoup de Français l'ignorent. Mais derrière, c'est automatique l'articulation par jeu de domino avec la procréation artificielle, puisque les premiers enfants qui feront l'objet de demandes d'adoption, ce sont ceux qui auront été conçus artificiellement par des femmes avec donneur anonyme de gamètes, escamotant toute paternité, par des hommes à l'étranger avec gestation pour autrui, qui ramènent les enfants en France, et les premières demandes d'adoption, revendications d'adoption seront faites par les compagnons de ces hommes et par les compagnes de ces femmes. Et donc à partir du moment où la loi Taubira serait votée, automatiquement on encourage le flux au départ illégal de la procréation artificielle. Et nous voulons donc dénoncer ce saucissonnage du projet qui vise à enfumer les personnes et qui a des conséquences gravissimes. C'est le sens de ma réflexion autour de ce courant d'écologie humaine qui est en train de naître, parce qu'aujourd'hui nous devons réfléchir justement dans notre immeuble humanité, quelles sont les poutres maîtresses, quels sont les murs porteurs, quels sont ces éléments communs à toute l'humanité qu'il ne faut pas casser. On prétend que ça ne concerne, j'ai entendu souvent, et encore hier, Jean-Luc Romero qui me dit « vous êtes contre nos droits ». Mais pas du tout, parce que ce projet de loi Taubira vide de son sens tout le mariage, de tout le monde, de chacun. À partir du moment où vous êtes dans un appartement et vous dites « je vais casser les murs pour faire un loft », eh bien, ceux qui sont au-dessus, eh bien, ils disent non, parce que vous allez tout casser l'immeuble, parce que ce sont des murs porteurs, des poutres maîtresses. Et nous sommes tous concernés par le sens du mariage. Attention à ne pas se laisser enfumer par certaines promesses qui serait finalement la meilleure façon de chercher à étouffer notre mouvement, alors que nous irons jusqu'au bout sur le mariage à sortir de l'adoption. C'est ça. Voilà pourquoi le mariage pour tous, c'est pas la bonne façon de faire. Je termine pour dire que par ailleurs, nous avons des actions judiciaires en cours. Nous avons été diffamés et nous avons même été agressés. Pas dans la manifestation, si, bien sûr, il y a eu plein. Je tiens à présenter des excuses au nom des manifestants. Pour la polémique qui s'est fait jour sur les journalistes de chez vous qui ont été agressés par nos manifestants. C'est inadmissible. Je tiens à le dire, je présente des excuses publiques. Mais simplement, je vous demande de comprendre aussi pourquoi ils ne se sentent pas représentés et pas toujours bien traités dans les médias, ces gens-là. Alors nous, la Manif pour tous, nous sommes leurs représentants. Nous ne supportons pas l'agression, car quand on est les porteurs d'un message qui dit la cellule de la société, qui donne le plus de bonheur à l'être humain, c'est celui où il a son origine, homme, femme, et si possible, son éducation, père, mère, sont les mêmes, on ne peut pas admettre la violence, encore une fois. Il n'y aura pas de violence à la Manif pour tous, et tous ceux qui appellent à la violence ne sont plus dans la Manif pour tous. Donc encore une fois, pardon aux journalistes molestés, et quant à ceux qui ont été gazés, il y en a plein qui se sont retrouvés chez nous et que nous avons soignés. Cécile, notre représentante d'Homovox, a même emmené un journaliste à l'hôpital. Voilà, c'est pour le faire soigner. Je voudrais juste donner un petit mode d'emploi. Beaucoup de gens m'ont demandé pour porter plainte. Les seules plaintes qui peuvent être recevables, c'est les personnes qui ont été gazées et qui ont été à l'hôpital ou voir un médecin. Il faut obligatoirement ce qu'on appelle un certificat descriptif pour pouvoir porter plainte. S'il n'y a pas de certificat descriptif médical, ça ne peut pas être reçu. Donc, toutes les personnes qui ont été dans un service d'ophtalmo ou un service d'urgence avec un certificat descriptif
peuvent déposer. Et au niveau des procédures, Frigide, il faut rappeler aussi que dans quelques jours, je vais déposer en tant que mandataire des 700 000 pétitions un recours au fond au Conseil d'État, présenté par l'avocat au Conseil d'État, Maître Briard. Donc le mémoire est en cours de finalisation et nous allons le déposer. Les pétitions ne sont pas à la poubelle, elles ne sont pas encore dans les archives du CESE, elles sont entre les deux. Et rien ne nous dit que dans quelques mois, l'affaire ressort. Voilà. Très bien. Alors, il y a les pétitions extrêmement graves. Il y a un jeune, le 21 mars 2013, à la sortie du métro Alésia, un jeune de 26 ans qui a été roué de coups, puis jeté au sol par deux agresseurs armés de coups de poing américains, et qui a fini à l'hôpital. Il y aura évidemment des poursuites. Et par ailleurs, j'apprends qu'à la gare RER de Noisy-le-Sec, c'est une personne d'une cinquantaine d'années qui s'est fait agresser violemment pendant les tractages. Tout ça, c'est pendant les tractages. Son agresseur, un jeune homme de 30 ans, lui a asséné un violent coup sur la tête, en plein visage, et il a été conduit aux urgences à Montreuil. Voilà, cette violence n'est plus supportable. Nous n'avons jamais, ni invectivé, ni frappé personne. Au contraire, je rappelle que dans nos meetings... Ah non, jamais, mademoiselle, jamais. C'est à moi que vous parlez? Non, à votre collègue qui est derrière, qui fait comme ça. Non, vous semblez douter de ce que je dis, mais je vous assure. Encore une fois, si jamais il y a une violence, elle n'est pas de notre fait. Et ces gens-là ne sont pas dans ce mouvement. Voilà. Ce mouvement est pacifique et ira jusqu'au bout pacifiquement, sans jamais appeler à l'illégalité. Maintenant, nous avons en revanche eu M. Pierre Berger qui a retweeté un tweet disant « S'il y a une bombe qui explose le 24 mars sur les Champs-Élysées, comptez pas sur moi pour pleurer. » Eh bien, M. Pierre Berger, avec sa notoriété et ce qu'il représente dans le mouvement de soutien avec son argent, exactement au soutien à la cause, enfin de soutien à la loi Taubira, à la LGBT, aux ultra-idéologues de cette mouvance qui veut aujourd'hui donner des droits et une procréation artificielle à tous, et qui a financé François Hollande, sa campagne et la gauche, eh bien, Monsieur Pierre Berger, on réfléchit aujourd'hui aussi. On réfléchit et on est en train de travailler à le traduire devant les tribunaux pour incitation à acte de terrorisme.